Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est ton prof NT et aujourd'hui dans ce cours magistral on va voir la thermodynamique en physique. Waouh, vous allez galérer de ouf sur ce genre de chapitre-là et donc je vais faire plusieurs cours magistraux pour vous expliquer comment comprendre ces différentes notions qu'on va voir dans cette première heure de cours magistral. L'idée c'est que tu puisses à l'issue de ce petit cours de comprendre le concept de température, de chaleur, d'équilibre thermique, les lois des gaz parfaits, PV égale NRT. Le premier principe de thermodynamique, delta U avec Q et W, d'accord, on va voir ce que c'est. Calculer les échanges de chaleur, sensibles, latentes, bref, il y a plein de petites particularités. Et donc, on va faire bien sûr des QCM de cours, un petit peu d'exercice pour comprendre bien ça avec une correction détaillée, c'est l'objectif. Et donc, j'espère bien qu'à l'issue de ce cours, tu vas maîtriser tout ça. C'est vraiment l'objectif. Hey, toi qui regardes ce cours magistral en replay, sache que si tu veux rejoindre la Team Live, tu es la bienvenue tous les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis matin de 9h30 à 11h chaque semaine. Pour pouvoir participer en direct, poser tes questions, je t'invite à rejoindre la promo d'NT. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, pour ce, je te laisse tranquille avec le reste du cours magistral. Alors la thermodynamique, qu'est-ce que c'est? En fait, ça étudie les échanges d'énergie entre un système et le milieu extérieur. Ce que tu dois vraiment bien comprendre. L'énergie totale de l'univers, elle se conserve. On va essayer de comprendre quelques notions clés parce que ça, c'est important pour pas se tromper par la suite. Qu'est-ce qu'on appelle système? C'est une partie de l'univers qu'on va étudier. Par exemple, si je prends ma tasse, ma fameuse tasse tableau périodique, concrètement, c'est un système. Ok? Est-ce que c'est un système ouvert, fermé, isolé? Vous allez me le dire, dites-le moi en commentaire, on va en discuter juste après. Et ça, c'est important de bien comprendre ça. Vous devez bien savoir de quel système on parle avant de parler de thermodynamique, d'accord? Quel est le milieu extérieur par rapport à ça? Le milieu extérieur, c'est tout ce qui n'est pas le système, d'accord? Et qui va être en interaction potentiellement avec lui. On verra aussi l'énergie interne, d'accord? En gros, c'est une énergie qui est microscopique du système. On notera U. On a la chaleur, le grand Q, d'accord? C'est donc une énergie qui est transférée due à un delta T, différence de température, pour faire ça. On a le travail, W, énergie qui est transférée par une action mécanique, on verra ça ensemble. Et le premier principe qui parlera de delta U est égal à Q plus W. Alors ce que tu dois retenir, c'est que concrètement, la chaleur, c'est une forme d'énergie transférée à cause d'une différence de température. Donc dans le premier principe, on verra que delta U est égal à Q plus W. Concrètement, on a l'énergie interne avec la chaleur et le travail. La chaleur, concrètement, c'est une chaleur qui est reçue par le système lorsque c'est positif. Et le travail, lorsqu'il est positif, c'est le travail qui est reçu par le système. Toutes ces notions-là s'équilibrent bien souvent. Il faut essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Donc on aura un bilan énergétique à faire à chaque fois. D'accord? Et la première chose que tu dois faire, c'est savoir si le système est ouvert, isolé ou fermé. Typiquement, ma tasse, à votre avis, c'est quoi? C'est quand même un système qui a l'air plutôt ouvert, hein, parce que concrètement, là, si ma tasse était chaude, ce qui n'est pas le cas, mais admettons que je mettais du café, la chaleur se libère dans le milieu extérieur, donc c'est vraiment ouvert. Si par contre je prenais une thermos, c'est un système qui est fermé, d'accord? Il est fermé, mais la thermos, elle n'est pas 100% hermétique, donc il y a quand même un petit peu de chaleur qui va se libérer, donc c'est fermé. Et si par contre on avait un système qui était totalement isolé, alors dans ce cas l'idée c'est quoi? C'est que en gros on aurait du vide par exemple, il est isolé du milieu extérieur, aucun transfert d'énergie possible. Là il est isolé, il n'y a pas de transfert. Voilà. C'est ces trois systèmes que tu dois retenir, on le verra en QCM. Donc le transfert d'énergie qui est dû à une différence de température, ça peut se faire par plusieurs possibilités. Hein. Déjà on va parler déjà du sens qui est spontané. On va toujours vers du corps chaud vers un corps froid. T1 supérieur à T2. Que tu dois retenir ça, le principe de base. Ensuite, on a les modes de transfert. On peut être par conduction, donc en gros de proche en proche dans un milieu matériel. Par exemple, une barre de métal, lorsque tu la mets dans du chaud et que tu tiens la barre au début, elle est froide, mais le bout il est chaud et puis finalement, au fur et à mesure, tu vas avoir la main qui va commencer à brûler. Tu vois, c'est de la conduction. Ensuite, à un moment de convection, transfert de convection par déplacement de matière dans un fluide. Typiquement, tu as de l'eau, je suis en train de la faire chauffer. Quand je la fais au micro-ondes et que je mélange pas, au-dessus, ça a l'air très très chaud, en dessous peut-être un peu moins, voilà, c'est un système de convection, ok. Et en plus, ça fait une boucle, on verra ça un peu plus tard d'ailleurs, c'est intéressant avec l'eau qui bout. Et ensuite, on a le rayonnement par onde électromagnétique, par exemple le soleil, d'accord. Ça, c'est les modes de transfert que tu peux retrouver pour la chaleur.
Ensuite, tu as l'énergie interne. L'énergie interne, c'est une énergie qui est microscopique, hein, et du coup, on va avoir des mouvements cinétiques, ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Les particules vont s'entrechoquer, et grâce à ça, ça va créer en fait de la chaleur, d'accord, une énergie interne. Alors, ça peut être potentiel, d'accord, une énergie potentielle microscopique. En gros, c'est lié aux interactions entre elles. Ou alors, ça peut être cinétique, parce que il y a la chaleur intérieure, parce que c'est en mouvement. Bon, il y a plusieurs possibilités. On verra ça dans les différents principes, parce que ça, c'est beaucoup plus large. Hein. On parle l'entropie, notamment l'énergie de Gibbs, et tout ça, c'est dans un autre cours magistral, d'accord. Je vous ai fait d'ailleurs toute une playlist sur la thermodynamique. Je te la mets ici, la liste de la playlist en physique, si tu veux avoir les notions de base en quelques minutes. Très important, l'énergie interne, U, est une fonction d'état. Elle dépend seulement de l'état initial et final du système. Piège classique de QCM, retiens bien ça, d'accord. Ça, c'est important. Tandis que la chaleur, Q, s'exprime en joules, elle dépend du matériau et de la différence de température. On retrouve aussi ça dans les QCM, rapidement. Maintenant, on va parler un petit peu du premier principe de la thermodynamique, le principe de conservation de l'énergie par un système qui est fermé. On aura delta U qui est égal à Q plus W. Concrètement, il faut comprendre en fait d'où partent les signes, parce que c'est ça le plus important. Ce qui se passe, c'est qu'on a un delta U. Delta U. Donc ça peut être soit inférieur, soit supérieur. Ça peut être soit négatif, soit positif. D'accord? Faut bien faire gaffe à cette façon de penser. Si j'avais juste un U, c'est systématiquement positif. Mais j'ai un delta U, je peux avoir soit négatif, soit positif. Ça, c'est la convention des signes. Donc, il faut regarder ça parce que le Q, quand il est positif, c'est une chaleur qui est reçue par le système. S'il est négatif, c'est cédé par le système. Si le W est supérieur à 0, le travail est reçu par le système. Et s'il est inférieur à 0, c'est fourni par le système. Ça, c'est des systèmes de convention. Et bien sûr, ça s'équilibre, hein, c'est évident. Et donc, une augmentation de l'énergie interne provient de la chaleur reçue et du travail reçu par le système. C'est proportionnel, c'est logique, d'accord. C'est ce que tu dois comprendre. Alors, le système fermé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de matière avec l'extérieur. Échange de matière, d'accord. On ne parle pas d'échange d'énergie, on parle d'échange de matière. Le système ouvert, il y a un échange de matière. Système fermé, il n'y a pas d'échange de matière. Et système isolé, il n'y a pas d'échange de matière et ni de chaleur, ok, ni d'énergie, d'accord. Ce que tu dois comprendre, c'est ça. Ensuite, on a le concept du travail, W. Le travail, c'est quoi? C'est un transfert d'énergie par une action de type mécanique. Typiquement, c'est le truc du piston. On le verra très souvent, ça. Donc, on a un travail des forces de pression, c'est le travail des gaz, notamment. Typiquement, on aura cette formule-là que vous devez retenir. Donc, en fait, on a un D, c'est la dérivée partielle du travail, si tu préfères. On va simplifier l'idée, hein. Dérivée partielle du travail est égale moins pression extérieure, D de V. dV, d'accord. Ça, c'est des notions, je dirais, d'intégrale, de maths. Donc, si tu veux te retravailler avec les maths, tu peux bien sûr réviser là-dessus. Mais bien entendu, en première santé, on évite d'utiliser les intégrales et tout pour gagner du temps. On va simplifier pas mal d'écriture, d'accord. Comme ça, tu vas être plus performant dans les QCM, tu verras. Donc concrètement, faut bien faire gaffe à certains éléments, notamment les unités. Le travail est en joules, d'accord. C'est une énergie, c'est en joules. La pression extérieure, c'est en pascal. Et puis la dérivée de du volume, ça va être en mètres cubes. Ça, faut vraiment faire attention dans les QCM, d'accord, dans les exercices. Si T2V est supérieur à 0, on est en expansion. Donc le travail, lui, est inférieur à 0. Donc le travail fourni. Donc on a le travail qui est fourni par le système. Si D2V est inférieur à 0, on est en forme de compression, on compresse notre piston, quoi. Et donc du coup le travail est positif, donc on a le travail qui est reçu par le système. Tu dois déjà prendre le temps de bien comprendre dans quel ordre se met en place tout ça, d'accord. Là, je te montre un exemple avec le travail d'une force liée à une pression, mais il existe une multitude de possibilités. Ce serait bien sûr beaucoup trop simple. En fait, maintenant que tu as compris qu'il y avait une notion de pression et de volume, pourquoi pas s'amuser en fait finalement à les rendre soit constantes l'un, soit constante l'autre. Et du coup, voici les nouvelles notions que tu dois connaître. Dans le premier principe, tu vas retrouver la notion d'isocore. Isocore, c'est lorsque le volume est constant. Dans ce cas-là, la condition c'est que D2V égale 0, le travail donc vaudra 0, donc delta U est égal à Q. Ok. Il suffit simplement de remplacer ici par 0 et tu verras que delta U vaudra Q. D'accord. Si on avait isobar, pression constante, donc on aura W est égal moins P delta V. Ainsi, on aura delta U est égal Q moins P delta V. On remplace par la formule. Si on est adiabatique, en gros, il n'y a pas de chaleur, Q égale 0, d'accord. Donc Q égale 0, donc W différent de 0, donc delta U est égal à V, d'accord, W. Et si on a un système de cycle, ce qu'on verra très souvent dans les cycles thermodynamiques, on aura donc un état final qui est égal à l'état initial. Dans ce cas-là, delta U vaut 0.
et donc on aura Q qui est égal à moins W. Et donc, lorsque vous avez des exercices, vous devez identifier si on est dans l'un de ces cas-là. Est-ce qu'on est isocore, isobar, adiabatique ou en un cycle? Donc un exemple très simple, si on a une compression adiabatique d'un gaz, d'accord? On essaie de bien comprendre le concept. Adiabatique, je me remets dans le concept, si jamais vous n'y arrivez pas. Q égale 0, d'accord? Donc je vais avoir des delta U est égal à W. Ce qui va se passer, c'est que justement, comme delta U est égal à W, on va avoir une température qui va augmenter. Si on est en expansion isothermique d'un gaz parfait, dans ce cas-là, delta E égale 0 puisque c'est température constante. Ainsi, Q égale moins W, le gaz cède de la chaleur au milieu extérieur. Et ça, en fait, vous devez comprendre ces notions de cours là tout de suite maintenant, avant de vous entraîner dans des exercices compliqués. Je sais que vous êtes très nombreux à regarder les annales et essayer de faire les exercices, mais si vous comprenez pas les concepts, vous pouvez pas réussir en thermodynamique, d'accord? De d'abord comprendre le cours, là vraiment ça demande du temps et de la réflexion, donc entraînez-vous 15 minutes par jour, c'est déjà pas mal. Maintenant qu'on a vu ça, on va regarder un peu les températures, les chaleurs, l'équilibre thermique concrètement. Je vous ai dit, la thermodynamique, ça étudie des échanges d'énergie entre un système et le milieu extérieur, d'accord? Et ça, c'est dû à une différence de température. Et donc, on va retrouver la température du système est égale à la température du milieu pour que justement la chaleur nette soit égale à 0. En gros, pas d'échange de chaleur, d'accord? Comment ça se passe tout ça? Parce qu'il faut bien comprendre tout ça. Déjà, en termes de température, en thermodynamique, on est souvent en Kelvin. Donc, comprends les conversions immédiatement. Concrètement, tu dois faire T en Kelvin, c'est température Celsius plus 273,15. Si t'as pas de calculatrice, tu mettras 275 éventuellement. Tu essaieras de trouver une manière simple, efficace de pas te tromper, soit même 280. Ça peut être pas mal. Ou alors, vraiment, si t'es vraiment nul, tu mets 300. Et après, tu essaies de goupiller dans les formules. Et donc, la chaleur, on va retrouver un corps chaud qui va tout le temps vers le corps froid, je vous répète, si T1 est supérieur à T2, la chaleur se transfère spontanément du corps chaud vers le corps froid. Je préfère le répéter 3 fois, mais au moins tu vas comprendre la notion là. Le concept d'unité est très important, on est en joules. On peut avoir d'autres unités, mais pour l'instant je vous embête pas trop avec ça, mais on a aussi des calories, d'accord? Et donc je te mets quand même la conversion. Une calorie c'est 4,184 joules, d'accord? Ce sont des petites micro-unités à connaître quand même pour bien convertir et pas se tromper. La chaleur sensible, quelque chose que tu retrouveras beaucoup dans les items dont tu sais pas trop ce que ça signifie. Chaleur sensible, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement d'état. Et donc, on va retrouver la formule là, très chiante à retenir parce qu'il y a plusieurs formes. On va avoir cette formule simplifiée que je vous ai mis là, Q, MC, delta T. Delta T étant la différence de température entre l'état final et l'état initial. Ça va se retrouver donc la masse en kilogrammes. Le C, c'est la constante calorifique qui est du coup un joule par kilogramme par Kelvin, d'accord? Et delta T, on a dit c'est la température, d'accord? Et donc on comprend bien un truc là. Si on prend 2 secondes pour voir les petites formules, on a soit la possibilité finalement de faire cette formule-là pour trouver Q, ou alors on va essayer de trouver Q à partir de cette formule-là. Et pourquoi pas s'amuser à mixer même deux formules entre elles avec ce truc-là. C'est tout à fait possible. Et c'est là la difficulté avec la thermodynamique, c'est que les formules se compilent entre elles. D'accord? La capacité thermique, c'est le grand C. D'accord? C'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'un corps de 1 Kelvin. Concrètement, la formule, c'est C égale Q sur delta T, avec l'unité qui est en joule Kelvin, moins 1. D'accord? Ça dépend de la masse et de la nature du corps. Ensuite, on a la chaleur spécifique, petit c, d'accord? C'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 Kelvin la température de 1 kg d'un matériau. La formule, c'est petit c est égal Q sur M delta T. C'est en joules par kilogramme par Kelvin-1. C'est propriétés et caractéristiques de chaque matériau. Fais bien gaffe à ça. Et donc, ne pas confondre le grand C et le petit c. Alors, il existe tout de même une petite relation entre les deux pour que tu puisses quand même gagner du temps, des fois, dans les QCM. En gros, on a grand C est égal M fois C. Pour le petit c du coup. Donc plus un corps est massif, plus sa capacité thermique est grande. Ça, c'est un truc classique de QCM que tu peux retrouver. Et je m'arrête 2 secondes. Tu vois que finalement, c'est toujours pareil dans les formules en physique, en chimie, tout ça. C'est toujours des trucs avec des divisions ou des multiplications. Donc ça, typiquement, tu peux l'avoir en termes de QCM sans calculatrice et réussir à le faire de tête. D'accord? Faut bien sûr que tu t'entraînes sur le calcul mental. Concernant la température, coche les bonnes propositions. Elle traduit l'état thermique d'un système, elle s'exprime en joule dans le système international, elle est liée à l'agitation microscopique des particules. Deux systèmes à la même température sont nécessairement en contact et elle peut être mesurée avec un thermomètre. ABCE. Ok, faudra qu'on travaille ça.
Alors, la température permet de comparer l'état thermique des différents systèmes, donc ça c'est vrai. Elle s'exprime en joules dans le système. Ah non, la température c'est pas en joules, c'est en Kelvin, d'accord? Dans le système international et notamment dans la thermodynamique, c'est toujours en Kelvin, c'est pas en Celsius. Faites bien gaffe dans les conversions, d'accord? Elle est liée à l'agitation microscopique des particules. Bah, plus la température augmente et plus les particules bougent, hein, c'est normal, c'est évident. Hein. Deux systèmes à la même température sont nécessairement en contact. Non, température contact c'est totalement différent. D'ailleurs, je vois pas trop le rapport. Elle peut être mesurée avec un thermomètre, bien sûr, c'est ce que tu as à la maison, donc c'est évident, d'accord? Concernant la chaleur, coche les bonnes propositions. C'est une énergie de transfert, elle se mesure en joules, elle est contenue de façon fixe dans un objet, elle se transfère spontanément du chaud vers le froid, elle peut modifier la température d'un système. ADE. Ah, faut peut-être retravailler ça. C'est une énergie de transfert. Effectivement, la chaleur désigne une énergie échangée à cause d'une différence de température. Ok? Elle se mesure en joules. La chaleur, c'est en joules, hein. D'accord? Faut bien faire gaffe à ça. Elle est contenue de façon fixe dans un objet. Non. On parle d'énergie interne pour l'énergie qui est stockée, pas de chaleur. D'accord? Faut bien faire gaffe à ça. Elle se transfère spontanément du chaud vers le froid, ça on l'a dit tout à l'heure, d'accord? Elle peut modifier la température du système, effectivement, ça s'appelle un échange thermique, donc c'est A, B, D, E. Concernant les unités de température, coche les bonnes propositions. Le Kelvin est une unité internationale. 0 degré Celsius correspond à 273,15 Kelvin. Une variation de 1 degré Celsius correspond à une variation de 1 Kelvin. Une température à moins 10 Kelvin est physiquement possible. 0 absolu correspond à 0 K. Non? Le Kelvin est système international, oui, c'est évident. 0 degré Celsius correspond à 275 Kelvin, effectivement, c'est la conversion classique. Une variation de 1 degré Celsius correspond à une variation de 1 Kelvin. Bah, si on réfléchit bien à les conversions, effectivement, c'est deux échelles qui n'ont pas la même, donc c'est même amplitude, hein. Mais l'échelle, enfin, la conversion n'est pas la même, mais l'amplitude est identique. On met C. Une température à moins 10 c'est physiquement possible, non, parce que c'est le 0 absolu, c'est 0 Kelvin, donc on peut pas aller en dessous. Du coup, la E est juste. Ok? A, B, C, E. Concernant l'équilibre thermique, coche les bonnes propositions. Il est atteint lorsque les températures deviennent égales. Il n'existe alors plus aucun mouvement microscopique. Il n'y a plus de transfert net de chaleur. Il dépend du contact thermique entre les systèmes. Il peut être atteint après un certain temps. Ouais, AC2, bravo. Il est atteint lorsque les températures deviennent égales. Il n'existe alors plus aucun mouvement. Non, c'est faux parce qu'il y a toujours une agitation qui existe même quand c'est fini, quoi. Il n'y a plus de transfert net de chaleur, ça c'est vrai. Il dépend du contact thermique entre les systèmes, oui, et il peut être atteint. Pour cet atteint, c'est évident, il faut prendre le temps nécessaire pour que l'échange se fasse. Concernant la capacité thermique, elle mesure l'énergie nécessaire pour élever la température d'un système de 1 Kelvin. Elle dépend de la quantité de matière. Elle s'exprime en joule Kelvin moins 1. Elle est identique pour tous les corps et elle peut s'écrire grand C est égal M fois C, petit c. Allez, ACE. Ah, qu'est-ce qui va pas là? Elle mesure l'énergie nécessaire pour élever de la température d'un système de 1 Kelvin. Effectivement, c'est ça. Elle dépend de la quantité de matière. Ah oui, elle dépend de la quantité. Ah oui, elle dépend de la masse. Donc elle dépend de la quantité de matière. N est égal M sur grand M. Effectivement. Elle s'exprime en joule Kelvin moins 1. Effectivement, d'accord. Elle est identique pour tous les corps. J'ai dit que c'était spécifique à chaque corps. Et elle peut s'écrire comme ça. Effectivement, c'est une des formules. Donc c'est A, B, C, E. Alors, on va faire un exercice pour commencer à bien comprendre ces notions-là. On chauffe 250 grammes d'eau de 18 degrés Celsius à 42 degrés Celsius. Les pertes, on va dire qu'elles sont négligeables, tant mieux. Les données, on a donc petit c de l'eau est égal à 4,18 kJ kg Kelvin moins 1. Et il faut calculer la chaleur reçue, déduire delta U, si aucun travail mécanique n'est échangé, expliquer le signe, et puis expliquer pourquoi delta T peut s'exprimer en Celsius ou en Kelvin. Voilà. Je préfère le préciser, il s'agit d'un exercice d'application. Donc théoriquement, avec ce qu'on a vu juste avant, tu es censé pouvoir réussir à faire ça. Dans les QCM, bien sûr, tu peux retrouver ça, mais c'est beaucoup plus dur en général dans les QCM que ce que je te fais là tout de suite, d'accord? Si tu arrives à appliquer ça, c'est déjà bon signe, mais c'est pas vraiment ce que tu vas retrouver dans les QCM. Ce sera beaucoup plus difficile, d'accord? Sinon, ce serait simple, la thermodynamique, hein, évidemment. J'espère que tu apprécies ce cours magistral si tu es plus loin dans cette matière, que tu te sens en difficulté, que tu es plus en profondeur ou que tu es en pleine maîtrise de la physique générale. J'ai créé pour toi un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur la physique générale. Il comporte plus de 19 modules de cours, c'est extrêmement complet et ça permet d'introduire la biophysique par la suite. Aujourd'hui, on voit uniquement la thermodynamique sur la chaleur, premier principe, et encore, je t'ai rien dit, il y a tellement de choses à voir sur cette notion-là. Donc ce chapitre est extrêmement complet, tu dois vraiment performer là-dedans, mais dans tous les chapitres de physique, hein, c'est les chapitres les plus complexes. Donc vraiment, fais-toi accompagner sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que j'ai créé ce genre de cours-là. Et concrètement, tu vas retrouver des cartes mentales, tu vas retrouver du contenu court, bien entendu, des schémas annotés extrêmement détaillés. Tu vas retrouver bien sûr les formules clés, des applications, de quoi mémoriser, des pièges classiques de QCM,
des lexiques hein, pour aller plus loin dans chaque notion, des flashcards pour t'entraîner, ainsi que bien sûr des QCM avec des pièges bien détaillés pour que tu puisses approfondir les notions là. C'est un parcours certifiant, donc l'idée c'est que tu puisses cumuler des badges, hein. Par exemple, elle serait la thermodynamique le premier principe. L'idée c'est quoi? C'est que tu puisses réaliser des défis avec moi. L'idée c'est quoi? C'est vraiment que tu puisses t'améliorer. Donc on va faire des défis ensemble pour que je puisse te donner des conseils et t'améliorer notion par notion. C'est l'objectif, d'accord? Tu vas réussir un examen et ça te permettra de valider tes compétences, tes connaissances. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que tu puisses obtenir par la suite, en cumulant tous les badges, une attestation de formation. Ça permet d'avoir une vraie preuve de suivi au sein du campus d'Annecy, ainsi qu'un certificat de réussite pour avoir une vraie preuve de maîtrise à ajouter dans ton dossier de passerelle, dans ton CV, bref, en recherche de stage. Bref, ça permet d'améliorer ton profil de manière générale. Toutes les informations, tu trouveras ça en description de cette vidéo. Et moi, je te laisse tranquille maintenant avec le reste du cours magistral sur la thermodynamique. Courage à toi! La chaleur reçue. Quelle est la formule? Donc là, typiquement, il faut qu'on recherche la bonne formule. Alors, j'ai quoi comme formule qui m'aide? Ah, j'ai ça là. J'ai celui-là, tiens. Q est égal MC delta T. C'est pas mal ça, non? Q est égal MC delta T? Je pense que ça peut être cette formule-là qu'on pourrait utiliser. Donc on va mettre Q égale MC delta T. Est-ce qu'on a tout en fait pour pouvoir faire ça? C'est ma question. J'ai des grammes. Ah, pas mal. J'ai une différence de température. Ah, pas mal. Et j'ai un petit c. Ah, pas mal. Donc là, je peux appliquer. Bien gaffe, c'est en kilogrammes, donc je vais mettre 0,250 grammes, d'accord? On va multiplier par 4,18 et on va bien sûr faire la différence de température. Cette différence de température, on a l'avantage technique, quand on fait une différence de température, est-ce que c'est nécessaire de convertir? Non, c'est pas nécessaire. Bah oui, parce que ça va rien changer que je fasse 42 plus 273,15 et 18 plus 273,15 et ensuite je les soustrais. Enfin, on obtient la même unité, la même chose, d'accord, la même valeur. Donc j'ai juste à faire la différence entre les deux. D'accord? On fait donc 42 moins 18. Voilà. Et j'ai plus qu'à calculer ce petit truc, d'accord? On a 0,250 multiplié par 4,2 pour faire simple, multiplié par 24. Hein, si on fait 42 moins 18, ça nous fait 24. Ensuite, on essaye de simplifier un peu les notions. 0,250 fois 4, on est aux alentours de 1. Donc, quand on a un 2, on a un 5, donc ça fait à peu près, donc du coup, 1,5. On multiplie ça par 24, on est aux alentours de 25. Pour être exact, je vous ai mis la valeur, c'est 25,1 kJ. Voilà. Ça peut se faire quasi de tête, d'accord? Déduire delta U si aucun travail mécanique n'est changé. Bah, on reprend la formule. C'est quoi delta U? Delta U, c'est Q plus W. Donc, il n'y a rien de compliqué sur ce truc-là, puisque delta U, étant donné que c'est Q plus W, alors que W vaut 0, dans ce cas-là, delta U égale Q. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît assez évident. Par rapport au signe obtenu, eh ben, effectivement, il est positif. L'énergie interne de l'eau augmente de 25,1 kJ. C'est ça que ça veut dire. Ce qui traduit ici par une élévation de température. C'est ça que tu dois essayer de comprendre et d'interpréter. Ok? C'est important. Expliquer pourquoi le delta T peut être exprimé en Celsius ou en Kelvin, je l'ai dit, il n'y a pas besoin de convertir puisqu'on va retrouver une différence qui sera identique, ce sera toujours 24. Voilà. C'est QFD, ça les caisses. On va voir les gaz parfaits parce que en thermodynamique, on le retrouve assez souvent. Alors, ce sera confronté avec les gaz réels. Alors, pour l'instant, aujourd'hui, j'en parle pas. Je ferai peut-être un cours magistral autour de ça, si vous voulez. Mais je vais me concentrer sur les gaz parfaits, c'est déjà pas mal. Alors concrètement, la loi des gaz parfaits, c'est un truc peut-être que tu as déjà vu en première ou en terminale. La formule, c'est PV égale nRT. On va souvent avoir ce genre de formule-là dans la thermodynamique qui va se retrouver régulièrement. Donc en gros, P, c'est la pression en pascal. V, c'est le volume en mètre cube. Faites bien gaffe à ça. N, c'est la quantité de matière. On va retrouver la température absolue en Kelvin. On va retrouver aussi la constante des gaz parfaits, donc 8,314 joules mol, Kelvin, moins 1, etc. Vous devez bien sûr connaître les unités et pas vous tromper. Et il y a des petites choses intéressantes autour de ça. Hein. J'en ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à regarder. Notamment les concepts de loi de Boyle-Mariotte, d'accord? Si par exemple N et T sont constantes, ou alors la loi de Gay-Lussac, hein, si N et V sont constantes, la loi de Charles, si N et P sont constantes, ou la loi d'Avogadro, si N et le rapport P sur T est constant, d'accord? Ça, c'est des petites lois, des petits rappels de cours qui peuvent être utiles pour pas se tromper. Mais l'idée, c'est quoi autour de ce PV égale nRT? Bah, c'est de trouver des choses, et notamment ce qui nous intéresse, soit c'est de trouver T, soit c'est de trouver R, soit c'est de trouver P, soit c'est de trouver V. Eh bien, tout ça, ça va s'interférer avec ce que je vous ai dit avant sur cette notion d'énergie interne.
Eh oui, donc ça va pas être évident tout le temps, hein. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça peut faire, les gaz parfaits? On dit qu'ils sont très compressibles, d'accord? Leur volume peut varier fortement sous l'effet de la pression. C'est logique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a PV, puisque si PV augmente, bah, le volume diminue. Ok, c'est proportionnel. Et donc on va retrouver notamment des petites formules qui peuvent s'associer. Là, je vous ai mis un exemple avec la densité qui était égale à M sur V, ou alors N fois M sur V, ou alors MP sur RT. Donc ça veut dire qu'on peut combiner. On peut combiner la formule des gaz parfaits avec des formules classiques. Mais on peut aussi la combiner, et je vous l'ai dit, avec l'énergie interne. Et oui, une ne dépend que de T. Du coup, delta U est égal à N CV delta T. Ah bah là, je me retrouve avec une nouvelle formule que je dois connaître. Et là, c'est une formule qui va commencer à nous poser des problèmes. Et oui, on va travailler ça après, vous verrez, c'est pas si simple. Il faut regarder les conditions de validité. Si la pression est faible, c'est inférieur à 1 à 10 bars. 1 bar, c'est 10 puissance 5 pascal. Soit la température est élevée, donc supérieure à 300 Kelvin, soit les molécules sont peu polaires ou peu volumineuses. On peut regarder quelques exemples de gaz, notamment les gaz parfaits, les gaz nobles, okay, l'hélium, le néon, l'argon, le xénon, etc. Mais aussi les diatomes, okay, N2, diazote, O2, dioxygène, H2, d'hydrogène, CO, monoxyde de carbone ou dioxyde de carbone, d'accord? Ça va être à basse température, à basse pression et à haute température. Faites bien gaffe à ça, d'accord? Exemple classique qu'on peut retrouver, ce qu'on a souvent dans l'exercice, c'est soit du coup quand on fait de la plongée, c'est logique, hein, soit quand on fait du coup de la montgolfière, ok? Soit en météorologie, ça arrive trop souvent, soit en industrie. Voilà. Ça arrive très souvent qu'on peut appliquer cette loi des gaz parfaits. Alors concernant le modèle du gaz parfait, coche les bonnes propositions. Les particules sont considérées comme ponctuelles, les interactions entre particules sont négligées hors des chocs. Les chocs sont supposés élastiques, les particules sont immobiles et le modèle décrit exactement tous les gaz réels dans toutes les conditions. On va mettre ACE. Il faut qu'on retravaille un petit peu ça. Concrètement, donc leur volume propre est supposé négligeable devant le volume du récipient. Effectivement, on parle de particules ponctuelles, classique qu'on voit pas trop souvent en QCM. Faut faire gaffe, hein. Le modèle suppose l'absence des forces attractives ou répulsives à distance, hein, effectivement. Hein, ça, c'est pas négligé hors des chocs. Les chocs sont supposés élastiques. Effectivement, l'énergie cinétique totale est conservée lors des collisions. Donc, on a le choc élastique, c'est ça qu'on appelle, hein. Les particules sont immobiles. Non, elles sont toujours en agitation. Faites bien gaffe à ça. Et le modèle décrit exactement tous les gaz réels dans les conditions. Fait faux. C'est un modèle approché. Je vous ai dit, les gaz réels sont encore plus difficiles, heureusement, hein. Donc c'est plutôt A, B, C. Concernant la pression d'un gaz parfait, elle résulte des chocs des particules sur les parois. Son unité SI est pascal. À volume constant, elle augmente lorsque les températures augmentent. Elle est indépendante du nombre de moles. La température constante, elle diminue lorsque le volume augmente. A, B, C, E. Bien joué. Les collisions transmettent une force aux parois du récipient. Donc c'est microscopique, hein. Pascal, c'est bien du coup l'unité internationale. D'ailleurs, c'est des newtons par mètre carré si jamais tu devais faire les conversions. D'accord? Newton par mètre carré, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est une force sur une surface. C'est ça que ça veut dire. À volume constant, elle augmente lorsque la température augmente. Effectivement, tu regardes la formule, c'est proportionnel, hein, d'accord? Raté. Elle est indépendante du nombre de moles, non, parce que de PV égale NRT, il y a N dedans. À température constante, elle diminue lorsque le volume augmente. Effectivement, pareil, il faut bien comprendre. Ah, ça, c'est la loi de Boyle-Mariotte, par exemple. Concernant une transformation isotherme, la température reste constante. Pour un gaz parfait fermé, PV reste constant. Si le volume diminue, la pression augmente. La pression et le volume varient dans le même sens. La quantité de matière doit rester constante pour utiliser P1. V1 est égal P2, V2. A, B, C, E. Ouais, c'est ça. La température reste constante. Effectivement, c'est isotherme. Pour un gaz parfait fermé, PV reste constant, c'est le bloc PV reste toujours ensemble en fait, hein. Et si le volume diminue, la pression augmente, hein, c'est proportionnel, et donc ça varie pas dans le même sens. Et la quantité de matière, quand elle est constante, ça permet d'utiliser P1V1 est égal P2V2. Très pratique ça dans les QCM, avec des calculs. Concernant une transformation isobar, coche les bonnes propositions, la pression reste constante, le rapport V sur T reste constant pour une quantité de gaz donnée, le volume augmente lorsque la température absolue augmente, la température peut être utilisée directement en degrés Celsius, cette transformation peut être observée sous un piston mobile. A, B, C, E. Effectivement, c'est ça. Pression reste constante, le rapport V de T reste constant, le volume augmente lorsque la température augmente, la température peut être utilisée directement en degrés Celsius, non, c'est en Kelvin, et cette transformation peut être observée sur un piston mobile. Ouais, c'est classique, donc c'est A, B, C, E. Typiquement, c'est ce genre de QCM d'application que vous devez faire juste après avoir vu le cours pour voir si vous comprenez les notions, avant de faire n'importe quel exercice, d'accord, ce sujet, hein, c'est évident. Un cylindre fermé par un piston mobile contient 0,5 mol de gaz parfait monoatomique. L'état final, c'est 1 à 10 puissance 5 pascal à 300 Kelvin. Le gaz est chauffé à pression constante jusqu'à obtenir une température à 450 Kelvin. On donne la constante des gaz parfaits,
On vérifie quand même les unités, joule, mol -1, Kelvin -1, ouais, parfait. On a des choses intéressantes, d'accord, une sorte de capacité, je sais pas trop quoi, vous me direz ce que c'est, hein, dans les commentaires. VM et puis PM. OK, qu'est-ce que c'est que ça? Et on te donne en plus des trucs genre 3R sur 2 et 5R sur 2, donc on comprend qu'en fait c'est en rapport avec les constantes de gaz parfait. On rappelle la convention classique qui est delta U est égal Q plus W, d'accord? Sachant que WC est le travail reçu par le gaz, et on demande de calculer le volume initial de ce machin-là. Waouh! Est-ce que c'est chaud ça? Ça peut sembler compliqué. Donc faut y aller étape par étape, faut essayer de comprendre de quoi on parle. Dans l'énoncé, on nous parle de gaz parfait. Pas mal! Moi je connais PV égale NRT. Donc ça me semble assez évident que je peux peut-être trouver V1 grâce à ça. Donc je vais faire par exemple V est égal à NRT sur sur P. Donc V est égal à NRT sur P. Ça me semble assez évident. N, c'est 0,5. Parfait. R, c'est 8,314. Et P, bah, c'est la pression initiale. Donc on a 10 puissance 5. Je calcule. Là, bien sûr, je peux pas trop le faire de tête, hein, c'est pas évident. Donc je vous mets la réponse. Ça fait 1,247 10 puissance moins 2 mètres cubes. Ce qui correspond en litres à 12,5 litres. D'accord? Donc, voici le volume initial. Normalement, ça, vous l'avez. Normalement, ça, tu es censé réussir à le faire. D'accord? Ensuite, retrouver le volume 2. Pareil, même formule. Enfin, je pense que ça fonctionne de la même manière. Je sais pas, j'imagine. En gros, on a N, c'est 0,5. R, c'est 8,314. Le T, bah, c'est 450 Kelvin. Ça a changé hein, maintenant hein, par rapport à ça. D'accord? Et puis, on divise par la pression qui n'a pas changé, d'accord? 10 puissance 5, d'accord? Et donc là, on va trouver un volume qui est différent, d'accord? C'est normal, hein? C'est ça fonctionne. Donc là, on va retrouver donc 1,871 10 puissance moins 2 mètres cubes, ce qui correspond à 18,7 litres, d'accord? Qu'est-ce qu'on a là? Entre le volume V1 et le volume V2, on remarque que V1, le V1, donc du coup, alors bah d'ailleurs, c'est la question qui est posée, hein, delta V. On a donc V2 moins V1. D'accord, donc ça nous fait 18, c'était quoi 18,71 moins 12,5, ça nous fait correspondre à 6,24 litres. Faut interpréter un peu ce que ça veut signifier hein, concrètement. Donc on a une détente, hein. On va dire le volume a augmenté quoi. Le volume a augmenté, donc on a une sorte de détente. Faut trouver le travail. Alors comment on peut trouver le travail avec tout ça? On a delta U est égal Q plus W. En fait, dans la thermodynamique, il faut prendre le temps de décortiquer parce que c'est pas si évident que ça. Et donc, comment on pourrait trouver le travail? Si on comprend bien le concept, on a plusieurs formules. L'une des formules que je vous ai transmises tout à l'heure, c'est que W, c'est égal à moins P delta V. Eh oui. Et donc, il suffit simplement de prendre la valeur de la pression, donc en gros moins 1,010 puissance 5, et delta V, c'était notre 6,24. Faites bien gaffe, je dois mettre en mètres cubes, donc je mets 10 moins 3, d'accord? Et j'obtiens là moins 624 joules. Je vous épargne les calculs, mais ça se fait de tête, ce truc-là. Donc on a un travail qui fait moins 624 joules. Le signe négatif, ça signifie quoi? Ça signifie que le gaz fournit du travail au piston. C'est ça que ça signifie, d'accord? Ensuite, on me demande de trouver delta U. Ah, delta U. Delta U, il y a plusieurs formules. Et l'une des formules que je vous ai données, pour calculer delta U, il y a une formule que je vous ai donnée notamment, c'est N, c'est V delta T. D'accord? Cette formule-là, on la retrouve cachée dans les gaz parfaits à cet endroit-là. Delta U égale NCV delta T. D'accord? Énergie interne avec les gaz parfaits. C'est important hein, de bien comprendre les différentes possibilités de formules pour pouvoir trouver la réponse en thermodynamique. C'est pas évident, je vous l'accorde. Et donc là, il suffit de remplacer par les bonnes valeurs. N, c'est quoi? Eh ben, c'est 0,5. Ensuite, on va retrouver CV. Alors là, il est caché ici. Hein. CV, c'est 3R sur 2. Donc là, il faut que je fasse une sorte de petite mini-conversion, je pense. Donc en gros, c'est 3 fois 314 sur 2. Voilà. Et puis, je vais avoir mon delta T que j'ai dû certainement calculer depuis un petit moment. Delta T, bah, ça va être 150. Enfin, en gros, c'est 450 moins 300. Donc 150 Kelvin. Voilà. Donc 150. Quand je fais ce calcul-là, je trouve plus 935 joules.
d'accord? Donc ça veut dire que pour un gaz parfait, delta U dépend uniquement de la température et donc on va se retrouver sur, quelque chose de beaucoup plus positif. Comme je sais que delta U est égal à Q plus W et que j'ai trouvé delta U et mon W, je peux trouver, Q du coup. Q donc c'est égal à delta U moins W. Donc ça fait 935, moins, c'était quoi la valeur? 624. Ah, faites bien gaffe. Moins et moins, ça fait plus, donc moins 624. D'accord? Donc ce qui nous donne une valeur de 1,56 kilojoules. Là où, si tu préfères, 1560 joules. Je peux utiliser cette formule-là, mais j'aurais pu très bien utiliser ce machin-là aussi, avec le 5R sur 2. Je te montre? Ok, c'est très simple. Concrètement, on fait Q, d'accord, est égal à NCP delta T. D'accord? Oui, la formule change en fonction des capacités, d'accord, de ce qui se passe. Donc ça fait toujours 0,5. C'était quoi? C'était 5 R sur 2. 5 R sur 2. Allez, 5 R sur 2, ça fait donc 5 fois 8, 314 sur 2 multiplié par delta T équivaut 150. En faisant le calcul, je trouve pareil, 1560 joules. Donc j'ai deux façons de calculer ce petit Q, enfin ce grand Q, quoi. Ok. Et donc ensuite, il faut qu'on, bien sûr, qu'on fasse une interprétation du bilan énergétique. Le gaz reçoit 1,56 kJ de chaleur, d'accord, environ 935 joules qui augmente donc son énergie interne, tandis que on a 624 joules qui convertit en travail mécanique, c'est ça qu'il faut comprendre, d'accord? Et donc ne faites pas avoir, c'est bien pour ça qu'on va retrouver finalement que Q est égal delta U moins W. Et donc faites bien gaffe au double signe pour pas vous tromper après dans le calcul. On va voir maintenant le concept de chaleur sensible, chaleur latente, calorimétrie, tout ça. Alors, je vais faire simple parce qu'on pourrait parler des heures de trucs là et c'est extrêmement complexe. Mais ce que tu dois retenir là tout de suite maintenant, c'est qu'en dans la formule chaleur sensible, je vous ai un petit peu parlé, c'est Q est égal MC delta T. Faites bien gaffe aux unités. Q est en joule, M est en kilogrammes. On a la capacité, la valeur qui est en joule kilogramme par Kelvin, d'accord? On l'avait revu lorsque je vous avais expliqué la partie ici, là. C'était ici la chaleur spécifique, d'accord? On avait vu cette unité-là, d'accord? Là, je vous l'ai remis mais d'une autre manière. Et donc, on a aussi notre delta T qui est en Kelvin. Je vous répète, effectivement, que vous retrouvez l'ensemble de ce que je mets effectivement en cours magistral dans un guide que vous pouvez télécharger directement dans l'amphithéâtre de Campus Denti, dans la promo Denti. Donc, je t'invite à rejoindre. C'est en PDF. Voilà, tout ça, bien sûr, est gratuit. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a chaleur sensible. Jusque-là, pas de problème. Et on a chaleur latente. Chaleur latente, c'est lorsqu'on a un changement d'état. Et oui, bien comprendre la différence. Chaleur sensible, pas de changement d'état. Chaleur latente, il y a un changement d'état. Et donc, c'est là qu'apparaissent les galères techniques. Et là, vraiment, c'est chaud. Vraiment, c'est là où vous galérez le plus dans les exercices. Pourquoi? Parce que comme il y a un changement d'état, eh ben, on a une formule qui va se modifier en fonction de ce qui se passe. Et donc, ça t'amène à plusieurs possibilités, alors plusieurs, même dizaines de formules possibles en réalité, en fonction de ce qui se passe. Concrètement, tu vas avoir Q qui est égal à M fois L, et c'est là que L va changer tout le temps, puisque L, en fait, c'est une chaleur latente, mais soit de fusion, de vaporisation, de solidification, de liquéfaction, et encore là, c'est qu'un exemple, il y en a d'autres. Et tout ça pour te dire que le symbole va changer aussi. Donc par exemple, tu peux avoir le L de fusion, le L de vaporisation, ou alors le moins L de fusion, ou moins L de vaporisation, même ça peut être le L de solidification ou le L de liquéfaction. Bref, les trucs qui déglinguent. Dès que tu as des formules comme ça, faut que tu les composes, et c'est pas évident. Et donc dans les énoncés, faut que tu trouves en fait comment les retrouver, et donc faut que tu vois en fait les états. Par exemple, tu passes de glace à eau, tu sais que tu vas utiliser la L de fusion. Si tu passes de eau à vapeur, c'est la L de vaporisation. Tu passes de eau à glace, c'est solidification. Vapeur à eau, c'est liquéfaction. Et c'est en cela où c'est compliqué, d'accord? Mais ce que tu dois retenir en revanche, c'est que la température reste constante pendant le changement d'état, ça c'est important. Et on a Q qui est supérieur à 0, donc le système va recevoir de la chaleur, fusion, vaporisation. Quand Q est inférieur à 0, le système cède de la chaleur, donc on est plutôt en solidification, liquéfaction. Et c'est là où tu vas avoir les conventions de signes qu'il va falloir faire vraiment attention. Avant d'attaquer les exercices par rapport à ce concept de chaleur sensible, chaleur latente, on va faire des petits QCM applications pour que tu comprennes les notions de base. Alors concernant les fonctions d'état, coche les bonnes propositions. L'énergie interne est une fonction d'état. Delta U ne dépend pas du chemin suivi. La chaleur Q est une fonction d'état. Le travail W est une fonction d'état. Chose aussi complet, la variation d'une fonction d'état est nulle. ABC, d'accord. Donc sa variation dépend seulement de l'état initial et final, donc c'est vrai effectivement.
L'état 1 ne dépend pas du chemin suivi. C'est important parce que c'est indépendant du chemin, donc oui, c'est vrai. La chaleur Q est une fonction d'état. Faites bien attention à ça, c'est dépend du chemin, donc non, c'est va pas fonctionner. Le travail est une fonction d'état. Non, dépend également du chemin, d'accord. Et sur un cycle complet, la variation est une fonction d'état est nulle. Oui, c'est un cycle fermé, d'accord. L'état final est identique à l'état initial, donc A, B, E. Concernant la chaleur sensible, elle provoque une variation de température. Elle s'écrit Q égale MC delta T. Elle correspond toujours à un changement d'état. Elle peut être positive ou négative. Elle s'exprime en joules. A, B, D, E. Bien joué. Effectivement, la chaleur sensible provoque une variation de température. C'est Q égale MC delta T. Un changement d'état, non, ça c'est chaleur latente. Elle peut être positive ou négative. Bien entendu, elle s'exprime en joules. C'est effectivement une énergie. D'accord? Donc c'est bien en joules. Système international. Concernant la relation Q est égale MC delta T, M représente la masse, C représente la chaleur massique. Delta T correspond à la température finale moins initiale. La relation s'applique pendant une fusion complète. À M et C constants, Q est proportionnel à delta T. A, C, D, E, non. Alors, M représente la masse, effectivement, ça c'est logique. Elle caractérise la substance, effectivement, c'est bien la chaleur massique. Faites bien gaffe à ça. C'est bien delta T égale finale moins initiale, c'est évident. Alors, pendant la fusion, la température reste constante. On a Q est égal ML. D'accord? Pas pendant un changement d'état. Donc, du coup, non. À M et C constante, Q est proportionnel à T. Effectivement, c'est proportionnel. Donc, c'est plutôt ABCE. Concernant la chaleur latente, elle intervient lors de changement d'état. Elle peut être échangée à température constante. Elle s'écrit Q égale ML. Elle augmente toujours la température. Elle s'exprime en joules. ACE. Effectivement, il y a une petite erreur là, on va regarder. Elle intervient lors d'un changement d'état. Elle peut être échangée à température constante. Ah oui, attention, faut bien faire gaffe. Lors d'un changement d'état pur à pression constante, la température reste constante. Voilà. Elle s'écrit Q égale ml, on l'a vu la formule tout à l'heure, d'accord? C'est la relation de la chaleur latente. Elle augmente toujours avec la température. Elle augmente toujours la température. Non, elle s'exprime en joules. Oui, donc c'est plutôt ABCE. Dans un calorimètre à 20 degrés Celsius, on place 200 grammes d'eau à 20 degrés Celsius, puis un bloc métallique de 150 grammes initialement à 90 degrés Celsius. Vous voyez où je veux en venir? La température d'équilibre vaut 25 degrés. On a le grand C, cal, qui est à 80 joules Kelvin, moins 1. Le petit c de l'eau est égal à 4180 joules Kelvin 4180 joules kilogramme moins 1 kilo Kelvin moins 1. Il faut écrire le bilan thermique. On va commencer par ça. On va admettre que le système est isolé. C'est pas précisé dans l'énoncé là. D'accord? Donc on va avoir la somme finalement de tout ça qui vaut 0. D'accord? On a la formule. On a plein de formules en vrai, mais il faut voir les grandes formules qui peuvent nous être utiles. Donc en gros, on a Q égale MC delta T, d'accord? Et quand on a un calorimètre, donc de QCM classique, ça fait donc Q est égal C delta T. Ça, c'est un truc extrêmement pratique pour aller un petit peu plus vite. Donc ensuite, on va essayer de calculer Q de l'eau et Q cal. Donc là, l'idée, ça va être déjà de comprendre les formules. Donc on a QO qui est égal à MC delta T. Jusque-là, je vous apprends plus rien maintenant, vous maîtrisez ces notions-là, enfin j'espère pour vous. On a Q, du coup, cal, qui est égal à C cal delta T. C'est bien parce que c'est indiqué dans l'énoncé, ce sera très pratique. Du coup, si je veux m'amuser à additionner les éléments, je vous ai dit, je suis censé tomber sur 0. Donc du coup, ça fait QO plus Q cal, plus même le Q du métal. D'accord? Et tout ça, ça vaut 0. D'accord? On vérifie 2-3 éléments. Alors moi je suis quoi là? Je suis en joule Kelvin moins 1, là je suis en joule kilogramme moins 1, Kelvin moins 1, là je suis en grammes, il faudra que je me convertisse en kilogrammes, faut bien faire gaffe à ça. Et il faut que je convertisse les degrés en Kelvin aussi. Donc il faut vraiment que je fasse attention à ces petits trucs là. On a 200 grammes d'eau, donc du coup ça fait 0,200 kg. D'accord? On multiplie ça par 4180, d'accord, qui est ici. 4180. Et on multiplie par la différence de température. Faites bien gaffe, il y a plein de températures. En gros, c'est 25 moins 20. Du coup, on a 25 moins 20. Pas besoin de convertir puisque c'est une différence. Donc, du coup, ça va se retrouver à la fin. Ça fait 0,2 fois 4180 fois 5. Du coup, ça fait 1 fois 4180. 4180 joules. Il n'y a pas besoin d'utiliser de calculatrice. Bim! Ensuite, on va essayer de calculer le Q, cette fois, de notre cal.
d'accord? Donc là, concrètement, il suffit simplement d'utiliser la formule que je vous ai donnée juste avant, voilà, qui est C delta T. Donc il suffit de faire C delta T, C delta T. On nous donne ici dans l'énoncé directement 80 joules Kelvin moins 1. Du coup, il suffit de faire 80 multiplié par la différence de température qu'on a calculée juste avant. 80 fois 5, 400 joules, c'est positif. Pareil, ça se fait 2 têtes. Donc les deux sont positifs, c'est bien. Comme on a fait la somme tout à l'heure de tout ça, si on veut le Q du métal, finalement, il faut que je mette l'un par rapport à l'autre. Donc il suffit finalement d'avoir Q de l'eau moins Q cal, donc les deux de chaque côté. Voilà, ça fera négatif de chaque côté. Et donc en gros, je vais avoir moins à l'intérieur 4180, et puis je vais avoir, alors si je mets tout entre parenthèses, je vais faire plutôt comme ça vous vous trompez pas après quand vous faites des calculs. Voilà, vous mettez tout entre parenthèses, mais juste un moins devant, plus du coup notre 400, ce qui me permet d'avoir finalement moins 4580 joules. Et tout ça se fait de tête en réalité, hein, vraiment. Moins 4180 joules, c'est concrètement notre Q métal, d'accord? Voilà. C'est quand même intéressant de comprendre ça. Et si on veut bien sûr aller plus loin et déterminer la capacité thermique massique de notre métal, on peut le faire, puisqu'on a trouvé le Q du métal. Et c'est quoi la formule qui relie tout ça? On reprend typiquement ce qu'on avait dans nos cours, hein. On va essayer de chercher, voilà, on cherche des choses, voilà. Ah tiens, j'ai un truc intéressant là. On cherche ça, je pense. Du coup, c'est Q sur M delta T. Donc en gros, je vais essayer de déterminer à partir de ça, sur M delta T. Voilà. Et donc c'est à partir de ça que je vais pouvoir trouver ma réponse. Très pratique cette affaire. Donc on a 4580 qui est négative et on a le M qui était à 0,150 kg, puisque je précise, ici c'était écrit un bloc de métal à 150 grammes, donc ça fait 0,150 kg. Et delta T c'est toujours pareil, ça change pas. On va se retrouver, alors faites bien gaffe, attention, faites bien gaffe, une petite feinte classique là. Il y a une petite feinte puisque là en fait, il était à 90 degrés initialement. Il passe à 25, du coup on se retrouve à une différence de 65. Je vous l'écris, d'accord? Donc là, typiquement, hein, faites bien gaffe, c'est le truc que vous faites avoir. Là, on passe de 90 moins 25, donc on a une différence de 65. Voilà. Et donc si on fait la valeur, on retrouve finalement à la fin 470 joules kilogramme par Kelvin. Voilà. Ça, c'est notre capacité thermique, d'accord, massique du métal. Donc vous voyez que c'est pas si simple que ça. Et là, pour l'instant, on fait que des QCM d'application, enfin des petits exercices d'application, vous voyez. Donc après, associer ça au QCM, ça devient hyper technique. Donc aujourd'hui, on a vu quand même pas mal de choses dans la thermodynamique, alors qu'on n'a rien vu. Concrètement, là, on a vu quelques petites bricoles, et c'est hyper large la thermodynamique. On aura l'occasion de faire d'autres cours magistraux à ce sujet-là, bien entendu. Je t'encourage à découvrir ce que je propose également, hein, puisque moi j'ai créé des cours complets. On a tout savoir sur la physique générale, qui comporte énormément de modules de cours avec des flashcards, des QCM, des cartes mentales, des schémas à noter, des pièges classiques, des applications, bref, tout le nécessaire pour bien maîtriser les notions là en parallèle de tes cours. Hein, c'est pas du contenu en plus, c'est des contenus que tu vas travailler à parallèle de tes cours pour savoir comment apprendre ces notions-là. C'est un parcours certifiant, donc l'idée c'est que tu puisses bien sûr travailler avec moi, donc avec des défis, d'accord. L'idée c'est que tu puisses t'améliorer au fur et à mesure du temps. Tu as aussi des examens à réaliser, ça te permet d'obtenir une attestation de formation ainsi qu'un certificat de réussite. Bref, je t'embête pas avec ça, mais les informations sont en description de cette vidéo. Si tu veux me contacter, c'est contact@tonprofnt.com si tu as des questions à ce sujet-là. Et moi je te retrouve pour les autres cours magistraux. N'hésite pas bien sûr à liker, à t'abonner, à booster la chaîne, ça m'aide pour le référencement. Moi je te dis à très vite. Ciao 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 ciao.